Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs, notre 41e épisode. Bonjour Kevin, bonjour Sébastien. Bonjour messieurs. Ça va les gars, vous êtes en forme? Une super forme Antoine. En vrai un peu fatigué. Un peu fatigué. Oui, c'est vrai qu'il Toujours. est 21h15. Ah non, c'est Antoine qui est fatigué normalement. Ouais, c'est pour ça que je prends le relais sur Antoine. Bon. Écoutez, j'espère déjà que vous passez un bel été. On a eu la chance quand même d'avoir un super temps là ces dernières semaines, même un peu trop chaud, on va dire, mais on va pas se plaindre parce que l'hiver peut être assez froid, alors que là l'été est quand même assez ensoleillé. Mais effectivement, jouer sous des températures aussi élevées, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais j'espère en tout cas que vous profitez bien de vos parcours préférés. Pensez à vous hydrater en buvant de l'évian. Bravo. Ceci n'est pas une pub. Ouais. Ceci n'est pas placement de produit. Tu peux montrer ta manche si jamais il est présent là ou pas du tout, je sais pas. Non, je suis pas habillé. Je suis en tenue de civil. Je suis en tenue civile là. Je suis pas. Moi, on va pas montrer ma tenue de civil en dessous du polo, sinon ça va faire des bizarres. Bon, on va tourner un épisode aujourd'hui qui est un épisode, même 2 épisodes que nous avions déjà fait. C'était le question pour un tonton. On vous a posé un petit post sur Instagram, une story il y a quelques jours pour vous demander tout simplement quelles étaient vos questions. Donc c'est notre 3e épisode autour des questions pour un tonton et nous allons du coup y répondre dans quelques minutes. Attention, moi je dis tout de suite un truc important. Quand vous posez vos questions, la réponse est souvent dans les épisodes précédents. N'hésitez pas à retourner écouter nos épisodes. Il n'y a pas que le dernier qui compte. C'est que ça fait déjà ça fait déjà un petit paquet de temps qu'on fait des épisodes, qu'on en enregistre. Donc il y a souvent en fait déjà de temps en temps à vos questions la réponse dans un épisode dont on traite complètement cette question-là. Oui, mais c'est mieux. Donc, quand on répète encore et encore, Sébastien. C'est pour ça. Alors oui, effectivement, on peut répéter encore et encore, mais c'est quand même... de temps en temps, il y a certains, on reçoit de temps en temps des épisodes sur le wedging, ou des questions sur le wedging, ou sur le chipping, ou sur les petits putts. Mais c'est des épisodes, on les a déjà traités pendant 1 heure, ces questions. Donc n'hésitez pas à retourner sur nos anciens. C'est pour ça qu'on ne fait pas des podcasts d'actualité, c'est qu'on essaie de faire des podcasts qui durent dans le temps. Des épisodes qui durent dans le temps, donc n'hésitez pas à pouvoir y retourner, il n'y a pas de problème. Regarde Sébastien, le nombre de fois où je t'ai dit de ne pas rattraper ton sac de golf avec ton petit doigt. Voilà, encore baissé, tu vois. Non, ça tu m'as déjà dit d'arrêter de fermer la face dans le backswing, mais ça tu me l'avais jamais dit. Bon, petit mot sur nos sponsors. Kevin, je te laisse commencer pour introduire l'ensemble de nos partenaires. Et puis un grand merci à Wally Clubmaker pour son soutien sur le podcast. Vous pouvez retrouver Wally dans les différents magasins, différents fittings. Vous pouvez vraiment aller vous équiper de A à Z pour être prêt pour toutes vos compétitions de l'été. Un grand merci à Golf Planet, notre média 100% digital et 100% gratuit. Golfplanet.com, où vous pouvez aussi simplement télécharger l'application mobile, toujours gratuite. Pour avoir absolument toutes les dernières infos du monde du golf, les infos des tontons golfeurs. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les infos du golf le lundi en vous réveillant et pour ne jamais rien rater. Et un grand merci à Callaway, présent depuis le début de cette aventure. Retrouvez l'intégralité de leurs nouveautés qui sont déjà sorties il y a plusieurs mois, mais qui sont toujours aussi efficaces. Les bois, les fers, les putters aussi Odyssey, il ne faut pas les oublier, et les jolis wedges. Kevin, je te laisse commencer par notre première question qui a été posée afin que tu puisses y répondre. Vas-y. Donc, Kevin, vas-y, c'est ça, tu peux regarder, vas-y. Pose-la ta question. Vas-y, débrouille-toi avec ça. Bon, Kevin, nous avons une question du coup de G. Forgy qui nous demandait quelle puissance conseilleriez-vous lors de swing d'essai sur le long jeu? C'est une excellente question. Ça va dépendre pour moi un petit peu de ce que vous cherchez dans votre jeu. Quelqu'un qui a tendance à avoir par exemple un rythme trop rapide, je vais pas lui conseiller d'aller vraiment sur des swings d'essai trop puissants. Je vais plutôt aller sur des coups d'essai plus calmes justement parce qu'à mon avis il fait des fautes de rythme. Moi par exemple c'était le cas, j'ai tendance à swinger trop vite, donc j'ai tendance à faire plutôt des swings plutôt plus cool, plus tranquille comparé à la réalité de mon swing. Après, des personnes qui, par exemple, ont tendance peut-être à un petit peu s'endormir et à pas engager le coup, je vais leur dire l'inverse. Je vais leur dire au contraire d'aller dans un surengagement dans la puissance de leur coup d'essai.
Donc voilà, je vais faire une réponse un peu entre deux, mais je pense que ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin de mettre dans votre routine pour être le plus performant. Évidemment, si vous avez besoin de mettre un gros drive, peut-être que ça peut être le moment où vous faites un swing d'essai un peu plus rapide. Quand vous avez besoin de faire un rythme plus cool et d'assurer peut-être un fairway, peut-être que moins rapide. Donc vous pouvez jouer, même pour une même personne, jouer sur des rythmes un petit peu différents lors du coup d'essai. Ouais, moi je parle par expérience personnelle. C'était une question pour moi, Antoine. Comment ? C'était une question pour moi. Oui, mais j'ai quand même envie de répondre. Non, j'ai envie de le dire aussi par expérience personnelle. C'est vrai que lorsqu'on fait, on tape un coup par rapport à l'autre, parfois il y a 10 minutes, un quart d'heure entre deux coups. Et c'est vrai que pour moi, faire des swings d'essai un peu rapides, ça me permettait de pouvoir me réveiller musculairement. Parce que j'avais l'impression que si je commençais directement, que j'étais pas, entre guillemets, à ma pleine puissance, même si je cherche pas à taper un coup pleine puissance, ça dépend des moments. Mais ça me permettait juste d'avoir une activation musculaire. Voilà, moi, c'était juste très personnel vis-à-vis de ça. Et puis voilà. Sébastien, question de Bruno Pingoulan. Comment éviter le blackout pendant 2-3 trous, ce moment où on a l'impression de ne plus rien savoir, on ne sait plus où on est. Donc c'est pas un blackout après une soirée trop arrosée. J'espère pas en tout cas, hein. C'est peut-être un coup de fatigue, mais... On dirait pas. Déjà, comment éviter le blackout pendant 2-3 trous, c'est en faisant pas le double ou le triple ou le quadruple bogey qui nous met dans cet état-là, je pense. Non, un petit peu plus sérieusement. Il y a une image que j'aime beaucoup qui me vient de Benoît Telleria, mon entraîneur, qui avait justement un peu rationalisé le truc en disant que si on était commercial et qu'on avait notre fiche du jour des 18 clients qu'on devait aller voir et qu'on doit voir 18 clients. Si le soir, quand on rentre et qu'on va voir son boss et qu'on lui dit alors les 4 premiers rendez-vous, ils se sont très bien passés. Le 5e, je suis tombé sur un con qui, en plus de ça, c'était en extérieur, il faisait pas beau, il pleuvait, j'étais trempé. Ça s'est très, 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 très mal passé. Du coup, mes rendez-vous 6, 7, 8, 9, ils ont été vraiment pas terribles. J'étais encore très bloqué sur le client 5. Si on dit ça à notre boss, il va nous défoncer. Il va dire, mais je m'en fous en fait que tu aies raté le client 5. Ce qui compte, c'est combien tu m'en as fait sur les 17 autres. Donc tu peux pas me dire que clients 6, 7, 8, ils ont été gâchés à cause du 5. Donc j'aime bien ce côté de on a 18 clients à voir et au départ de chaque client, il faut, on arrive, on est 9, on se présente et on n'est pas impacté par ce qui vient de se passer. De toute façon, ce qui a été fait est fait. Donc autant se focaliser sur la prochaine chose qu'il y a à faire. Je pense que ça, c'est la première des choses pour pouvoir justement éviter ce blackout. Ensuite, quand le feu il arrive, donc on arrive au départ du 5, au départ du 6, si on a fait vraiment n'importe quoi sur le 5, le feu il arrive et le golf on accumule. On dit souvent ouais le mec il est -1 ou il est -2, mais maintenant il est -1, ou il y en a d'autres qui disent on rattrape. On rattrape jamais rien. On a fait 3 au 1, on a fait 6 au 2, ça fait 9. Ensuite on a fait 4, ça fait 13. Ensuite on a fait 5, ça fait 19. Enfin 18. C'est-à-dire qu'on fait qu'additionner. Donc tout s'accumule. Donc on ne peut pas rattraper. Donc on peut juste faire de son mieux à partir de maintenant. Et si à partir de maintenant, c'est après avoir fait un triple ou un quadruple, c'est comme ça. Mais on ne le changera pas. Donc il faut s'interdire de réagir. C'est pas on n'a pas le droit d'avoir d'émotion, mais s'interdire d'essayer de réagir à ce qui vient de se passer. C'est fait, c'est fait. Donc faire de son mieux à partir de maintenant, des grandes inspirations, des grandes expirations. On boit un coup, on peut remanger un petit truc. Mais remobilisation, parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance, c'est passé. On ne peut plus le changer. C'est fini. Donc, on se présente face au client de la meilleure des façons. Voilà comment j'essaie de voir la chose. Très bien, c'est une très belle image. Ouais, et puis ce que tu disais sur le fait d'essayer de redescendre par de la respiration et notamment de s'hydrater et de s'alimenter et qui peut peut-être avoir causé aussi cet état. Donc voilà, être vigilant à ça parce que souvent ça peut arriver aussi à cause d'un manque d'hydratation et d'alimentation sur le parcours. Ouais. Mais Bruno, je préfère le redire, c'est difficile. Hein. Quand cette espèce de blackout arrive, c'est dur. Franchement, c'est dur. Ouais, quand tu te prends un petit coup de massue sur la figure pour tout le monde. Raison, il y a personne, si, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais il n'y a pas grand monde qui, après avoir fait un vrai mauvais trou,
Il n'y a pas grand monde qui arrive au départ du trou d'après. Bon les gars, c'est quoi ce trou? Faut taper un fail, un drive. Enfin, c'est le feu à l'intérieur de tout le monde, hein, à partir du moment là où on donne de l'importance à ce jeu. Mais voilà, moi j'aime bien la vision des 18 clients, qui est pas facile à tenir. Moi je donne la théorie, là, je suis pas dans la pratique. Hein. Mais la réaction à un mauvais trou, elle est souvent néfaste. Ouais, bah, je pense et le blackout, il n'y a rien de pire, parce que si on fait triple au 5, triple au 6, double au 7, bah là il faut prendre le sac et rentrer à la maison. Hein. Ouais, c'est sûr. Là, je pense au Donc blackout. l'image des 18 clients, et je dois rendre des comptes à un boss le soir, et c'est inacceptable de la part de mon boss d'entendre que j'ai raté 4 rendez-vous en milieu de journée parce que mon 5e rendez-vous s'était mal passé. Je pense que si on faisait ça dans la vie d'entreprise, bah le boss il disjoncte. Enfin moi je suis le boss, en tout cas je disjoncte. Et je suis le commercial, je me sens très très con de lui raconter ça en plus. Non, mais c'est une bonne image. Ok. La Pouge Julien, Antoine. qui nous demande comment construire une stratégie de parcours quand on le découvre. Déjà, tout simplement, en faisant une reconnaissance. Hein, on va le faire comme ça. Donc, une reconnaissance. On a fait d'ailleurs un épisode avec Sébastien Clément, qui est notamment le caddie d'Hugo Cousseau. Je pense que ça peut être intéressant que vous le réécoutiez parce qu'il évoque toute la stratégie sur un parcours et comment il était sur un sac. Mais clairement, dans un premier temps, moi, sur la stratégie de parcours, je vais chercher depuis le départ à commencer à essayer de déterminer des zones. Parce que le premier coup que vous faites, c'est depuis le départ. Donc, je vais chercher à avoir des zones, jouer des zones. Je vais chercher ensuite à analyser surtout l'ensemble des dangers. Important de savoir, même si c'est du négatif, quels sont les endroits où je ne dois pas aller, qui peuvent me mettre dans un blackout. Donc je vais surtout essayer, tout simplement, comme ce nom l'indique, c'est reconnaître un parcours. Donc je ne vais pas forcément chercher à jouer les drapeaux également. Je vais essayer d'imaginer des endroits où peuvent être les drapeaux. Je vais souvent jouer les milieux de green aussi pour pouvoir voir quels sont les putts aussi qui peuvent être assez simples parce que souvent on essaie d'aller chercher les drapeaux mais soyez quand même vigilants que sur le milieu du green vous allez souvent avoir des putts qui vont pas forcément être très longs. Donc même si un drapeau semble accessible, tout simplement déjà viser un milieu de green, ça peut être intéressant. Donc je vais chercher tout simplement à analyser le plus de détails possible. Je vais chercher à remettre des balles. Je vais pas chercher à vouloir faire un score. Au contraire, pour moi, c'est vraiment prendre des notes. Il n'y a pas besoin du coup de forcément bien jouer. Au contraire, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas forcément bien lors des parcours quand ils les découvrent. Donc on cherche avant tout à prendre des notes et ces notes sont indispensables pour pouvoir tout simplement... Non, mais comme tu dis, identifier les zones du départ. Alors c'est vrai que si tu as un carnet de parcours, c'est déjà plus simple pour pouvoir identifier. Mais si vous ne l'avez pas, vous avez peut-être un Bushnell ou vous avez peut-être une montre. Mais essayez de savoir les distances des dangers visibles. La fin de ce danger, si c'est un bunker ou si c'est de l'eau. Est-ce que je suis une zone après? Est-ce que je suis capable de passer cet obstacle pour plus l'avoir en jeu? Est-ce que je suis obligé de jouer avant? Voilà, ça peut déjà être avant-après. Pour imaginer 2 zones visibles et après le confirmer quand vous arrivez, vous avancez sur le trou vu que vous ne le connaissez pas pour voir si c'est des zones qui sont plutôt larges et plutôt accueillantes ou effectivement si vous avez joué une zone qui est vraiment toute petite et qui vous laisse très peu de latéralité. Donc dans la profondeur et dans la latéralité, essayez de trouver une zone qui vous avez le plus de chances de toucher sur un coup bon mais aussi sur un coup moyen. Et sur un parcours qu'on ne connaît pas et qu'on joue tout de suite, soit pour le plaisir, soit pour une compète, mais on n'a pas pu faire de reco, tranquille quoi. Faut jouer ce qu'on voit, ce qui a l'air d'être bon, savoir dès le début qu'on va sûrement faire des fautes. Et puis à part si vous jouez avec le meilleur joueur du club qui est votre pote et qui vous donne les conseils de là il faut que tu joues là où il faut que tu joues là, et là où il n'y a pas de travail stratégique à faire véritable, juste jouer ce qu'on voit quoi. Pas commencer à se dire « Oh, il tourne un peu à gauche, je vais taper le drive par-dessus les arbres de gauche, ça a l'air d'être bon. » Bah non, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a. Donc de jouer que sur les endroits là où on a l'air d'avoir une très très forte probabilité en fait que la balle se retrouve dans un bon endroit sur le parcours. Très bien. Prochaine question. Tommy Homme qui nous demande le golf accessible malgré un handicap, Kevin?
Bah oui, bien sûr, et heureusement que ça s'est vachement développé toutes ces dernières années. Le sport handi-golf, enfin le handi-golf, c'est très développé. Il y a de plus en plus de tournois. On salue le coach des équipes de France handi-golf, Fred Cupillard, qui est un de nos amis. On salue évidemment Charlie Quélin, qui gagne beaucoup de tournois qui joue super bien et qui a joué aussi chez les personnes, qui était un très bon joueur déjà chez les amateurs sans handicap. Manuel de los Santos aussi, qui est au Paris Country Club. Exactement. Voilà. Et puis on oublie plein, mais en tout cas on les salue tous et c'est superbe ce qu'ils font et la passion qu'ils mettent dedans. Et je trouve ça super qu'ils aient de plus en plus de tournois et j'espère qu'ils arriveront à être au JO assez rapidement, et je crois qu'ils ne peuvent pas parce que pour l'instant il n'y a pas de championnat du monde en handi-golf. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas, ou le championnat d'Europe ou le championnat du monde, je sais plus, mais je crois qu'il faut un championnat du monde pour aller qu'il y ait une catégorie qui soit créée au JO. C'est la seule raison pour laquelle ils y sont pas, donc j'espère que ça va vite arriver. Ouais, et on voit aussi d'ailleurs des étapes sur le DP World, sur la tournoi du Tour, où il y a effectivement des tournois qui sont associés. Alors je ne sais pas si c'est sur exactement le même parcours ou si c'est sur. Je sais pas non plus. Depuis que ça existe, je suis plus sur le Tour et le G4D Tour. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je me permets du coup d'enchaîner par rapport à ça. Donc Tommy Houm, le handicap, moi c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que j'ai un oncle qui a été en chaise roulante pendant plus de la moitié de sa vie. J'ai un cousin aujourd'hui qui fait beaucoup de sport mais qui est aussi en chaise roulante. Bien évidemment, il n'y a aucun problème en fait à faire du golf en ayant un handicap, que ça soit avec une paralysie des jambes, que ça soit avec un bras en moins, que ça soit avec une surdité, que ça soit, enfin, il y a n'importe quel handicap normalement peut permettre de pouvoir jouer au golf. Et c'est d'ailleurs assez sympa. Moi, j'ai été parrain du handi-golf en 2016, quand justement tous les circuits nationaux et les compétitions nationales ont commencé à exister. Quand il y a un pôle qui s'est créé à la Fédé par Aurélien, on va couper 2 secondes parce que si j'oublie son nom, je peux pas. Vu que je le connais, j'ai juste un trou de mémoire. Donc je reprends. Donc en plus, voilà, moi j'ai été parrain du handi-golf en 2016 quand justement la fédération et les handi-golfeurs de France, justement, à l'époque ça s'appelait handi-golf, ça s'appelait pas encore, je crois, paragolf maintenant. Justement, on commençait à faire des tournois. J'avais été parrain du handi-golf et j'ai passé un moment exceptionnel en fait de voir toutes ces différentes personnes en situation de handicap qui jouaient tout ensemble, qui jouaient vachement bien. Il y en avait qui jouaient grave. Et il n'y a aucun problème à avoir un handicap et jouer au golf. Enfin, c'est complètement accessible. Et on essaiera, comme disait Kevin, avec Fred Cupia ou avec Charlie Quélin, enfin voilà, avec quelques joueurs de très haut niveau qu'on a en France en paragolf, de faire un épisode bien évidemment sur le paragolf, parce que c'est quand même fabuleux que ce sport soit aussi accessible à tout le monde. Sébastien, du coup, on va enchaîner avec une question qui est de la part de Arnaud TD. Que pensez-vous de l'exercice de la serviette sous les aisselles au chipping ? Alors de la serviette, je pense qu'on parle bien évidemment de la serviette pour laver les clubs, donc une serviette relativement grande et qu'on peut venir caler, donc pour ceux qui n'ont pas l'image, qu'on peut venir caler sur le torse et qu'on vient coincer sous les aisselles. Donc on la coince par devant. Pour et contre. Contre parce que je suis pas tout le temps un très grand fan des exercices qui imposent une contrainte physique, parce que souvent en fait les gens font pas forcément faire l'exercice de la bonne manière et donc du coup on se retrouve juste à savoir faire la chose avec la serviette et dès qu'on l'enlève on sait plus faire. Pour à partir du moment là où on sait vraiment ce qu'on va rechercher au chipping, sur certains types de chips ça va pas me déranger, pour aller éveiller une sensation, pour calmer des bras trop actifs par rapport au haut du corps, voire ça va aussi presque un peu calmer les mains. Ça, pour quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi avec son corps et ses bras, pourquoi pas ? Ça ramène un peu de coordination, mais vraiment dans une idée en lui, de lui éveiller des sensations,
afin qu'ils puissent le faire sans la serviette. Le but pour moi d'un exercice, c'est toujours qu'on puisse le faire sans. Donc seulement si on le fait pour les bonnes raisons. Ouais, moi je suis pas vraiment pour parce que c'est souvent mal utilisé. Non, mais si tu le fais avec Ouais, ton c'est ce coach, que et qu'il te j'essayais l'explique de Ouais, dire, mais, justement. Ouais, mais c'est ce que je viens de dire, c'est que c'est mal utilisé, peu importe avec qui c'est fait. Moi, je trouve que sur du grand jeu, ça fait vraiment des swings très étriqués à Ouais, la mais montée et très Ouais, flat. Non, par le chipping. là, on parlait co-chipping. Ouais, je suis complètement d'accord qu'au grand jeu, c'est d'avoir un gant sous l'une des aisselles selon une problématique, pourquoi pas. Ouais. Enfin, même plutôt pas mal. Mais alors les deux avec Oui, la serviette, excusez-moi, ouais, c'était marqué et spécifiquement, j'avais pas vu qu'il avait spécifié que c'était au chipping. Oui, bah, faire attention en tout cas parce que je le vois aussi pas mal sur le grand jeu. Je trouve pas que ça soit vraiment bien. Ça fait des swings très plats et très étriqués. Pour le chipping, oui, comme disait Seb, je suis d'accord avec lui, ça peut éveiller certaines choses, mais à faire attention parce que ça peut faire tendance à ramener le club très vite à l'intérieur, à la montée, en voulant rester, tu vois, très autour de soi. Donc avec un club qui reste bas. Ah ouais, très autour avec un club qui reste bas, tant que ton corps et tes hanches, elles ont été mobiles, c'est pas très grave. Ouais, mais la réalité est que les joueurs, quand ils la montent un peu bas et un peu derrière, ça a tendance à avoir du mal à contacter la balle. Tu vois, ils ont pas forcément les mains au retour pour arriver à choper la balle. Et ça fait souvent des petites grattes. Donc, ouais, moi, je suis pas. On n'aime pas les grattes. Donc, On non, aime pas un les petit peu dans la traversée, je le sens bien, tu vois, pour justement sentir Bah, qu'il y a comme moins de le cette corps. action de main dans la traversée. Mais c'est vrai qu'à la montée, je trouve ça un peu dangereux. Donc, en tout cas, à faire avec modération ou en faire sous surveillance. Sur des petites amplitudes, avec une vraie idée de comment mieux faire bouger le corps. Et que ça soit pas comment mieux faire bouger les bras ou comment mieux faire bouger les mains ou le club. C'est surtout, ça éduque le corps, je trouve. Et la mettre assez haute. La mettre vraiment roulée sous les aisselles. La plus haute Et possible. non pas au milieu des bras ou au milieu des coudes. Parce que là, effectivement, ça va emmener vers à plat. Non, on voit quelques joueurs le faire, mais en fait, qui aussi, alors sans serviette, hein, on peut le faire différemment, en rentrant un petit peu le polo, en le mettant un petit peu sous les selles. Et comme tu dis, je pense qu'au niveau de la traversée, ça peut être très sympa. Ça peut vous permettre de comprendre un peu plus l'utilisation du corps au retour. Mais ça, à la Donc, limite, je préfère à ce moment-là, ce que dit Seb, le faire que avec un seul et à gauche. Parce que là, Ouais, là et du coup, ça te fait. souvent, ceux qui font les deux, en général, ils le font au putting. Ouais. Tu sais, en mettant les deux mains comme ça. Mhm. Et en général, ceux qui le font que d'un, enfin ceux qui font. C'est avec le Jujubin polo, qui fait ça. Ouais, mais ils le font en général que d'un côté. Ah ouais. Tu les vois sur un chip spécifique, là où tu sens qu'ils veulent vraiment que le club il sorte à gauche. Hop, ils font comme ça. Mais souvent, c'est sur un seul. Ouais. C'est sur une seule, donc ça ressemble en fait à l'exercice du gant. Question ensuite de Antoine 16, qui n'est pas moi, mais une question à laquelle je vais répondre. Quelle est l'importance du tempo dans le swing? Le tempo, c'est la vie. Hein. Le tempo, un bon swing, on va le voir. Hein, on regarde de toute façon tous les swings, tous les très bons swings, ils ont un tempo qui est génial. Alors après, pour énoncer ce qu'est un bon tempo, parce qu'encore une fois, hein, un tempo, est-ce que c'est une montée qui va être lente, une accélération qui va être très importante? Est-ce que c'est une vitesse de montée qui est similaire à la descente? Enfin, il faut essayer de parler de ce qu'est un bon tempo. Pour moi, un bon tempo, déjà, c'est... j'ai envie que déjà sur le visuel, il y ait une certaine harmonie. Quand je pense à un bon tempo, je pense tout de suite à Jacquelin, par exemple, hein, qui était assez, je trouve assez Mais un bon rythme ou un bon tempo? catégorisé. Comment? Un bon rythme ou un bon tempo? Ah, un bon rythme, un bon tempo. Donc là, tu vas pouvoir nous aiguiller la différence entre rythme et tempo, si tu veux, Kevin. Du coup, par rapport à ça. Mais alors moi, j'ai ma définition propre à moi. Hein. Peut-être que mais pour moi, tu peux avoir un tempo rapide ou un tempo lent. Et ça peut être je dirais un bon rythme ou un mauvais rythme, tu vois. Mais pour moi, un tempo. Pourquoi tu te vas? Ouais, ça a l'air effectivement d'être une définition très très personnelle parce que pour l'instant, on n'y est pas du tout avec Antoine. Il va refiler le bébé, je t'en prie. Oui, mais vas-y, continue, t'étais bien parti pour ça. C'est toi qui lui avais. Oui, je lui ai lancé justement parce que je sais que c'est un vrai sujet. Non, pour moi, un tempo, quand je pense à un tempo, je pense à effectivement, c'est pour ça que t'as dit harmonie, je pense à la musique. Et effectivement, un tempo, ça peut être comme avec un métronome, tu vois, je pense à un tempo qui peut être rapide ou lent, mais du coup, qui avec une harmonie et un rythme.
Et souvent, je confonds toujours les deux. C'est toujours compliqué quand je parle des deux. Et un rythme, si tu veux, pour moi, justement, c'est cette synchronisation plutôt dans le swing. Je sais pas si tu vois la différence. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, je crois que dans le golf, parce que c'est pas la même définition exactement en musique. Pourtant, un musicien m'avait expliqué ça. Donc, Paul, si tu nous écoutes, je suis désolé, mais il m'avait expliqué ça. Rappelle-toi, Antoine, quand on était parti sur les histoires de BPM au putting, quand on a commencé, j'avais vu Paul, un mec sur Lyon qui est musicien. Et je crois que dans le golf, le rythme, ça va être un peu le temps que tu mets à faire ton swing. Quand le tempo, ça va être le ratio du backswing par rapport au downswing. Ou le ratio du backswing par rapport à la totalité du swing. Donc en fait, c'est un petit peu une réponse hybride que j'ai faite, tu vois, si tu parles de ça. Et du coup, effectivement... En tout cas, je pense que souvent les gens, quand ils disent tempo, ils pensent rythme, et quand ils disent rythme, ils pensent tempo, c'est-à-dire qu'ils mettent les deux en même temps. Ouais. Tu vois, quand je regarde, j'ai l'image du swing de Woods, tu vois, dans ces très belles années, tu vois, qui n'avait pas forcément une montée qui était extrêmement rapide, mais j'ai l'impression de voir une accélération qui était très progressive, que le maximum de la vitesse arrivait au moment de l'impact, et qu'ensuite, après... C'était plus de la coordination. C'était plus de la coordination que vraiment une question de rythme. Je pense que tu vois dans ce swing-là. Ouais. Tu vois, un swing très rythmé, effectivement, tu as ce côté... moi, je pense, là, 2 joueurs français, vu que tu as parlé de Raphaël Jacquelin, il y a aussi, tu sais, Mike Lorenzo Vera, là où ça paraît très uniforme dans le swing. Tu as l'impression un peu que tout monte et que tout va à la même vitesse et qu'il ne s'est rien passé. Et après, quelqu'un qu'on connaît bien tous les trois, quelqu'un comme Romain Langasque, c'est beaucoup plus rapide. Tout le swing est plus rapide. Mais tu sens pourtant qu'il y a un très bon rythme. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. C'est qu'il faut... Mais du coup, ça serait un tempo rapide avec un bon rythme. Ouais. C'est Martin aussi, Martin là, dans l'actualité là, qui a un rythme qui est assez fabuleux. Mais en tout cas, pour revenir quand même sur la question, l'importance du tempo dans le swing, c'est ta première réponse qui est parfaite, Antoine. Hein. C'est le rythme, c'est la vie. C'est que le tempo, le rythme, c'est ce qui sauve tous les swings du monde. Quasiment tous les swings du monde sont imparfaits. La seule chance qu'a un swing d'être bon, c'est s'il est sauvé par le rythme. C'est ça qui va faire que, hop, tout a le temps de se compenser. Oui, le mot, c'est compenser. C'est effectivement, plus ton rythme est bon, plus ça te permet de... Et naturel, et que c'est le tien. Ouais. Et que c'est le tien de rythme. Plus tu arrives à pouvoir manipuler ou compenser pour pouvoir ramener la phase de club le mieux possible. Ouais. Et si on demande à Langasque de prendre le rythme de Raph Jacquelin ou l'inverse, les deux, ils savent plus jouer. Enfin, c'est pas qu'ils savent plus jouer, ils vont s'adapter tellement ils sont forts. Mais ça va être compliqué. Par contre, où tu demandes à faire comme tu sais, Cameron Young ou Song Jae-im ou Matsuyama quasiment qui s'arrêtent en haut et qui repartent, bah ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais eux, ils ont trouvé leur rythme et leur manière de faire. Mais c'est l'important. Le tempo, c'est aussi important que posture, grip et alignement. Ouais. C'est vrai qu'on parle des fondamentaux. Et vous pouvez d'ailleurs essayer de compter. Mais on devrait l'intégrer aussi dedans. Vous pouvez essayer de compter, tu vois, de voir si vous êtes plus. Ce qui vous aide, c'est plus de faire un swing qui fait 1, 2, 3, 1, 2. Enfin, tu vois, de voir justement. Seb parlait de ratio tout à l'heure dans votre swing. Vous pouvez essayer de comprendre le vôtre en disant tiens, quand je me sens le mieux et que je tape bien. Comment je peux arriver à compter, qu'est-ce que ça donne, ou un mot avec 2 syllabes, 1 syllabe, backswing, coca, enfin n'importe quoi. Mais en tout cas, ça vous permet de donner ce rythme et d'arriver à le garder plus facilement après. Sachant que ce que vient de dire Kevin, là où c'est très important, c'est qu'il y a des joueurs de très très haut niveau. Je parle des meilleurs joueurs certains des meilleurs joueurs de l'histoire. Je pense à Lee Trevino, je pense à Tom Watson. Je pense qu'il y en a d'autres encore aujourd'hui, mais c'est juste qu'on ne le sait pas à ce moment-là, qui disent qu'ils ont passé leur carrière à compter. C'est-à-dire que dès qu'ils étaient devant la balle, dès qu'ils démarraient le swing, ils comptaient. Ils comptaient 1, 2, 3. Ou 1, 2. Je suis sûr qu'il y en a qui, en anglais, tu sais, pour t'apprendre les secondes, on dit Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, comme ça. Je suis sûr qu'il y en a qui ont des mots comme ça, genre Mississippi au backswing, et Hudson River ou les méandres de la Seine au moment de l'impact. Mais en tout cas, c'est encore une fois trouver vos petits ingrédients, votre petite mayonnaise
Mais Antoine 16, le tempo est primordial. On passe notre vie à travailler sur comment on monte le club, comment il est là-haut, comment il redescend, comment on finit. Mais le tempo, ça règle tout. Hein. Je viens de te faire perdre ton job, Kevin, mais je suis désolé. Mais... Non, mais ça me va très bien. Non, il n'a pas de problème avec ça, t'inquiète pas, il ne perdra pas son boulot. Si j'avais même un peu plus de temps pour moi. Pour travailler ton tempo ou ton rythme. Kevin, tu as une question pour toi de Jérémy Audin. Faut-il adapter son swing en fonction du type de club ? Alors oui, forcément, on adapte son swing entre un putter, un sandwich et un driver, si je mets vraiment les extrêmes. Après, il y a des personnes qui ont tendance à vraiment voir une très grosse différence entre chaque club et d'autres qui, juste par la conception du club, la posture qui évolue, ont l'impression de faire un swing qui est identique tout le temps et qui fonctionne de la même façon. Moi, en l'occurrence, je trouve quand même dans les extrêmes que quand je tape un drive, j'ai pas l'impression de faire exactement la même swing mécaniquement de toute façon que quand je fais un coup de sandwich, tu vois, ou un coup de wedge. Est-ce qu'on peut parler de l'angle d'attaque déjà tout de suite parce que c'est la première chose qui me bat avec, Ouais. tu vois, donc, Ouais, bien sûr, parce que déjà, mais ça c'est le matériel le joue beaucoup. Le matériel joue beaucoup sur la longueur du club, le lie du club. Ouais, mais après, tu vois, il y a des personnes qui juste parce que le club est plus long comme le drive et s'organiser d'une façon avec une balle à gauche, l'épaule droite peut-être un peu plus basse, etc., vont plus avoir cette notion d'angle d'attaque, vont avoir l'impression de faire le même mouvement qu'ils font d'habitude et ça va, donner un angle d'attaque plus remontant. Moi, c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'il faut quand même que je pense à un swing un petit peu différent. Mais j'en ai qui ont vraiment l'impression de faire la même chose. Et c'est d'ailleurs un sujet aussi sur des personnes qui sont très à l'aise dans des swings un peu plus verticales et qui sont à l'aise avec les fers, qui ont du mal à faire un swing qui a évolué ou qui est différent sur un driver ou vice versa. Donc, on voit souvent des personnes qui sont très à l'aise avec les petits clubs et d'autres qui sont très à l'aise avec les longs clubs. Moi, je le vois très vite sur des personnes qui viennent me voir pour la première fois. Au bout de quelques coups, je sais si la personne... Enfin, parfois, c'est assez étonnant parce que la personne fait vraiment deux trucs différents. Mais je sais très vite si la personne est plus à l'aise sur du très long jeu ou sur du petit jeu. Et moi, j'aime bien dire que le swing est plus une évolution qui est toujours dans la même mécanique, mais qui est vraiment une évolution par rapport au club que tu as dans les mains, plutôt que de dire que c'est vraiment différent. Il y a quand même des choses qui sont assez identiques. Ouais. Tu connais Percy Boomer ou pas ? Non. T'as jamais entendu parler de Percy Boomer ? Non. C'est Mathieu, un très bon copain de Benoît qui est passionné de golf, qui m'a fait lire son bouquin. Percy Boomer, c'est quelqu'un qui a enseigné à Saint-Cloud pendant des années, dans les années... Je ne veux pas te dire de conneries, mais aux alentours du milieu du 20e. Ouais. Et qui lui disait que justement, il avait, on va dire, compris le golf le jour là où il s'était rendu compte que tout, du putter au driver, tout fonctionnait de la même façon. C'était juste en plus petit et avec des clubs très légèrement différents. C'était un autre matériel. Hein. Ouais. Attention, hein, c'était un autre matériel, une autre balle ou quoi que ce soit. Mais lui, justement, il disait qu'il enseignait le putting comme il enseignait le driving, que tout était pareil. Bah, heureusement que ça a évolué, hein, parce que sinon... Il a un bouquin super intéressant, qui est d'ailleurs, il y a beaucoup de... Il parle beaucoup d'anecdotes, il fait passer son enseignement que par des anecdotes. Et c'est un super bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est de Percy Boomer. Très intéressant, pour ceux qui aiment lire des bouquins de golf. Sébastien, on va rester avec toi. Une question d'Emeric qui nous demande s'il faut penser technique sur le parcours ou se concentrer tout simplement sur la cible. Good question. Allez, je réponds d'abord par une réponse cash. Je sais pas, quand vous jouez aux fléchettes, vous pensez à la cible ou vous pensez à votre bras ? Bravo. Ça, c'est... Ouais, ça, réponse... oui, je me suis posé la question plus d'une fois, hein, mon Tonio. Je vais être un tout petit peu plus nuancé. Je vais dire ça dépend. Moi, quand je tape un fade, vu que je sais pas faire un fade, enfin vu qu'en tout cas c'est un côté qui est difficile pour moi de faire tourner la balle de gauche à droite, je m'appuie beaucoup sur des choses techniques et très pragmatiques. Après avoir imaginé et vu le coup, ça c'est le plus important. Donc ma cible, comment elle y va, comment je vais y arriver. Est-ce que effectivement de toute façon je peux y arriver dans ce moment-là ? Oui.
Et ensuite, je vais vraiment faire très attention à comment je m'aligne. Est-ce que je vais faire un fade juste parce que je mets la face plus à droite que ma posture? Ou est-ce que j'affaiblis mon grip? Ou est-ce que je fais les deux? Ou est-ce que je vais le faire par un changement de plan dans le swing? Donc si j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de faire tourner la balle, ça va être un peu de tout ça. Donc en fait, je vais être beaucoup connecté quand même à ma technique. Mais sans la cible, un coup, il ne sert à rien. Donc, l'un dans l'autre. Pour nuancer un peu ma réponse, si jamais j'ai vraiment, 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 vraiment besoin d'une trajectoire, je vais quand même un peu m'appuyer sur la technique et sur plusieurs points techniques. Sinon, donc ce qui correspond quand même, je pense, à un gros 90-95% du temps, j'essaye d'avoir au maximum une pensée technique sur le parcours et qui va en général être, je dis bien soit, et ça c'est personnel, soit une clé de démarrage, soit une clé justement dans le sommet du backswing en relation avec mon rythme, tempo, soit sur une sortie de main après la frappe, donc un peu sur le côté finish. Mais je pense que rares sont les personnes qui arrivent à gérer deux pensées techniques. Donc s'il y a une pensée technique, j'aimerais bien qu'il n'y en ait qu'une, max. Et si vous arrivez à même faire le vide et à être que sur la cible et que sur le coup, pensez au jeu des fléchettes. Non mais tu vois, parce que pensée technique, quoi qu'il arrive, je n'arrive pas à imaginer une personne qui peut monter le club sans pensée technique. Après, qu'est-ce qu'on appelle pensée technique? Il y a des personnes qui vont dire moi je le monte et je le descends. Mais bon, rien que le fait de dire je le monte, tu vois, c'est... Non, parce que si tu dis je monte, je descends, t'es pas en train de penser technique. Bah, tu penses tempo. Est-ce que le tempo, il n'y a pas une relation avec la technique ou pas? Tu vois, où va la réponse? Non, je pense que c'est plus large que ça. Moi, je pense que quand il pense technique, il pense vraiment position ou action. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je pense à ça. Le tempo, pour moi, c'est ressenti. Veut penser à autre une chose. Sensation, tu vois. Si quelqu'un veut penser à autre chose que la cible, franchement, le tempo, pour moi, il y a 10 sur 10, aucun problème. Si on me dit, ouais, mais à chaque fois, je pense à mon tempo, je dis, bah super, continue. Il faut juste que tu aies une image claire de là où tu vas. Parce que les fléchettes ou le billard, tu vois, alors qu'on est tous des piètres joueurs, enfin non, il y en a peut-être qui nous écoutent qui sont très bons. J'ai d'ailleurs rencontré il n'y a pas très longtemps un ancien joueur professionnel de snooker, je trouvais ça assez stylé. Mais je ne peux pas croire que quelqu'un qui lance les fléchettes, même qui joue aux fléchettes ou qui joue au billard dans des bars, je ne peux pas croire que le mec qui est en train de tenir sa queue de billard ou sa fléchette prêt à la jeter, qui est en train de penser à ce qu'il doit faire avec ses doigts, et ses doigts, son poignet, son coude, et puis ensuite avec la queue, attends, je vais faire telle amplitude, je vais faire ça, paf, tiche. Non, mais pas du tout. Tu es en mode, la boule, elle va aller taper la boule là-bas, ou je vais aller la mettre dans le triple 20. T'es que sur la cible. Les jeux de cible, on n'est que sur la cible. Mais en fait, ça serait l'idéal, en fait, si tu veux. C'est que la seule chose, c'est que effectivement, on maîtrise mieux son bras qu'un swing de golf. Donc, on arrive à même à un petit niveau, à arriver à être que sur la cible. En tout cas, quand on joue, nous, on pense qu'à la cible. Le problème, c'est qu'au golf, c'est quand même pas évident. Le but ultime, ça serait d'arriver à être ce que c'est que la cible. Donc je pense que c'est parce qu'on nous met trop d'informations techniques et qu'on nous apprend que ça et qu'on apprend le golf sur les practices. Ouais. Je pense que si on apprenait le golf sur les parcours, on s'en tamponnerait en fait de la technique. La seule chose dont on parlerait, ça serait du vol de la balle. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est quand même très développé en France et en Europe par rapport à d'autres pays. Aux États-Unis, ils sont beaucoup moins dans la technique que nous. Ouais, et puis regarde, rappelle-toi le Brabazon qu'on a joué à Trévoz en 2008. Il y avait 2 cages à côté du départ du 1 pour s'échauffer, pour taper des balles dedans. Et en fait, le practice qu'on avait, c'était un champ tendu à 200 mètres et il l'avait fait que pour le tournoi. Il n'y avait pas de practice. Ouais. Mais je pense que les enseignants d'il y a 100 ans hallucineraient qu'on tape des balles sur un practice. Ils diraient, mais comment tu sais pour savoir si le mec il sait bien jouer au golf ou pas? D'ailleurs, on ne sait pas. Et d'ailleurs, en fait, si tu vois un mec que au practice, ou toi, Antoine, que au putting green, bah en fait, tu te fais une idée parce que tu es un expert. Mais tu sais pas. Ouais, bien sûr.
Donc, en l'occurrence, pour moi, sur le parcours, le plus on est capable de ne se concentrer que sur la cible, qui n'est pas forcément le drapeau, qui n'est pas forcément le fairway, qui n'est pas forcément... ça peut être plein d'autres choses. Mieux c'est, plus on va être... tous les moments là où tous les golfeurs du monde ont connu une période plus ou moins courte de 6-7 minutes ou de 15-20 minutes ou de 2 heures ou de une partie entière de waouh, j'ai fait la partie de ma vie. Où là, j'ai eu un enchaînement de 2 trous, c'était les 2 meilleurs trous de ma vie. C'est rarement en se disant, monte le club à l'extérieur. Hein. Et puis remets-le là en haut du backswing, et puis frappe la balle comme ça, et puis redresse-toi comme ça. Non, mais c'est pour ça que c'est vrai que quand tu disais tout à l'heure. T'es pas en train de jouer au golf en fait en faisant ça. T'es en train de faire un swing, donc ça marche au practice, mais pas au golf. Quand tu disais que pour la trajectoire, c'est vrai que moi, il y a une trajectoire qui est imposée. C'est pour ça que tu parlais par le fade, mais je comprends ce que tu as voulu dire. Mais c'est vrai que plus il y a une trajectoire que tu as vraiment envie de faire, plus je suis sur la cible. Alors que je peux presque comprendre quand tu as des coups un peu, j'ai pas envie de dire mécanique, mais des coups un peu plus standards où tu fais ton stock shot et que tu sois sur une petite pensée qui te mécanise le truc, une petite pensée technique et t'enchaîne. Ça me parle plus, tu vois. En tout cas, plus j'ai une trajectoire à faire, que ça soit une où je suis à l'aise ou pas, plus je vais être vraiment sur la cible et sur la visualisation de cette trajectoire, en tout cas. Tu vois, Antoine, on en parlait la dernière fois qu'on s'est vu sur le putting green à la Boulie et qu'on a fait une séance ensemble. Tu m'as dit, regarde, putt-moi celui-là, là, regarde comme il est chiant ce putt, il est tout droit. Et en fait, il devient super dur parce que quand il est tout droit, qu'est-ce qu'on entend par tout droit? C'est balle qui roule toute droite. Il faut absolument qu'elle sorte dans la bonne ligne. Donc, il faut que mon putter, il arrive avec le bon angle. Donc, il faut que je monte le putter comme ça. Donc, il faut que cling, cling, cling. Et on fait que se rapprocher de la technique. Alors qu'on devrait juste se dire, ah, bah, j'ai juste besoin de la taper dans l'axe du centre du trou. Ouais, mais en soit, sur un putt tout droit, tu as moins de marge que sur un putt droite-gauche ou un putt gauche-droite. Ouais, bah, dès qu'elle part tout droit, par contre, elle n'a plus aucune chance de sortir. Exactement. Ouais. C'est vrai. Donc, vu qu'en plus, on travaille souvent de la sortie de balle, tu vois, Antoine, il pourrait me dire, mais Seb, sur les billes de Pels, là, il y a moins d'1 millimètre de chaque côté de la balle. Avec les billes, tu la passes tout le temps. Et pourtant, là, le putt tout droit, t'es perdu. Alors que dès qu'il faut l'acheter juste un peu à droite du trou pour faire un droite-gauche, t'es rassuré, t'as l'impression d'avoir plus de marge. Parce que t'en as. Mais tu vois, dès qu'il y a un truc qui change et qu'on peut plus se connecter au jeu, à la trajectoire de la balle qui roule sur le green, à la trajectoire d'un chip, à la trajectoire d'un coup de fer, c'est là où on se met à se concentrer sur la cible. Et quand il y a les billes comme ça, tu te concentres quoi sur ta sortie de balle ou tu te concentres sur la Justement, mécanique? J'essaye d'être le plus possible sur je n'ai pas les plaques, je n'ai pas les billes, je suis juste là en train de faire le meilleur putt possible. Ouais. Pour être sur le plus proche possible de ce que je fais sur le parcours, pour que ça m'apprenne à avoir confiance de quand je fais bien, ma balle elle sort là où je veux en fait. Comme ça sur le parcours, j'ai plus qu'à m'aligner, donc en fait à me concentrer sur ma cible. Mais c'est une très très bonne question. Hein. Ouais. On pourrait continuer à en débattre énormément. On pourrait faire un épisode uniquement sur ça. Donc c'est vrai que cette question. Ouais, puis un épisode en 3 parties d'1h30 chacune. Et enfin, on va terminer donc sur une dernière question, donc avec Edouard78 qui nous demande est-ce que le fitting peut compenser des lacunes techniques? Alors, moi, je vais répondre sur le plan du putting. Toi, Kevin aussi, qui a l'habitude de faire ça sur le grand jeu. Oui, ça peut compenser. Je vais vous prendre, par exemple, on va parler des erreurs de décentrage qu'il peut y avoir dans la phase de club. Vous avez autant sur des longs clubs que des putters, ce qu'on appelle par exemple le MOI. Le MOI, c'est le moment d'inertie en fait. Et c'est ce qu'on va appeler la tolérance du club. Tolérance lorsque vous avez commencé à décentrer la balle dans le putter. En général, la majorité de ces putters qui ont des MOI élevés, qui sont plus tolérants, vont plutôt être, dans la plupart du temps, des putters massifs, donc des putters type maillet, ces gros putters, et ou des putters qui peuvent avoir un peu de poids dans la tête de club. Donc, lorsque vous utilisez ce genre de putter et que vous décentrez la balle, avec du coup un putter qui a un MOI élevé, vous allez avoir une phase de club qui va twister un tout petit peu moins, donc du coup une sortie de balle et une énergie que vous avez développée qui va du coup être plus proche de si vous prenez la balle au centre,
par rapport à un putter qui a un MOI faible. Donc du coup, vis-à-vis de cette tolérance, lorsqu'on a par exemple un MOI qui va être élevé et que vous décentrez la balle, vous allez avoir du coup un résultat qui va être plus proche de si vous preniez la balle au milieu de la phase de club. Donc oui, on peut réussir à adapter ça. Après, on parle aussi souvent sur le putting, par exemple, de si on grossit les grippes, est-ce que ça peut limiter la rotation de la phase de club, ça peut éviter les coups de main. Ça, soyez vigilants. Ça, c'est une chose qui n'est pas vraie du tout. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se faire, mais en tout cas, oui, là, le fitting peut largement compenser une lacune. Après, est-ce que compenser, c'est une chose? Est-ce que pour vous aider à l'améliorer ou du moins à complètement la corriger? Non, ouais. Au contraire, ça va être que dans un système de compensation ou rester dans ce système-là, quoi. Donc, ouais, bah t'as dit la dernière phrase que t'as dite, c'est celle que je préparais depuis 5 minutes dans ma tête. Tu peux développer, c'est comme un sujet de philo, voilà. Mais effectivement, je trouve que le mot le plus important dans cette question, c'est le mot compenser. C'est oui, effectivement, on peut arriver à compenser, corriger, non. Parfois, on a l'impression que le matériel va pouvoir corriger des vrais, tu vois, par exemple, de prendre un mini driver pour avoir l'impression ça va corriger le fait de driver, de slicer la balle au drive, ou de prendre un bois 3, je sais pas, ou de prendre une tête qui fait tout pour faire un draw, il y a marqué draw dessus, etc. Oui, ça va être des choses qui vont aider, qui vont compenser, mais ça va pas corriger le fond du problème. Dans la compensation, effectivement, comme tu le disais, il y a surtout sur le décentrage. Effectivement, tu peux prendre des clubs, plus ils sont tolérants, plus ça veut dire qu'un décentrage va moins affecter la trajectoire de balle. Par contre, c'est des clubs qui vont être moins précis, on va dire, dans les profondeurs, par exemple quand je parle du grand jeu, mais qui vont faire vraiment la différence sur des coups vraiment décentrés. Ils vont être beaucoup moins mauvais que si jamais tu n'as pas cette aide qui est faite dans les clubs. Donc je pense qu'un bon fitting, ça passe par savoir, c'est pour ça que je pense qu'il faut que ça soit fait avec son pro. Moi, j'en fais beaucoup, je les fais quasiment tous pour mes élèves. J'en faisais encore juste avant d'arriver ici. Et voilà, il faut arriver à savoir où va l'élève, ce qu'il est capable de faire, sur un parcours, à quelle récurrence il joue, quel niveau il est capable d'atteindre parce que son niveau de jeu peut évoluer. Il faut pas qu'il ait des clubs qui soient limitants pour dans 6 mois, parce que c'est pas le but quand tu achètes une série. Mais en tout cas, voilà, il faut prendre tout ça au compte et pas forcément que le fait d'aimer jouer des clubs plus fins, plus petits, etc. Il faut vraiment, en tout cas, si vous voulez un bon fitting, avoir des clubs qui sont hyper adaptés à vous et à la façon dont vous touchez la balle. Donc déjà, le décentrage, c'est le premier truc. Donc prenez des têtes tolérantes. C'est-à-dire pas forcément des têtes forgées en lame, peut-être ou des forgées un peu plus gros ou même des pas forgées, parce que généralement elles sont encore plus tolérantes et en plus va vous aider à trouver un petit peu de puissance. Donc forcément, une tête plus puissante, ça peut compenser une lacune sur la vitesse ou sur le centrage. Il y a plein de façons, en tout cas, d'améliorer, d'optimiser votre jeu par le fitting. Donc, je pense que sans rentrer dans encore plus de détails, on va répondre à Edouard78 que le fitting peut effectivement compenser des lacunes techniques, mais pas les corriger. Je trouve que c'était une belle phrase, Antoine. Ouais, pour répondre encore à ce niveau-là, je vais donner l'exemple d'Antoine Rosner, qui à un moment, il y a quelques années, il me semble, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, avait une tendance à avoir des balles qui sortaient un petit peu à droite au putting. Et il est parti sur exactement la même tête avec un équilibrage qui était un petit peu différent, qui lui a permis de limiter un peu plus la sortie de balle à droite. Donc là, clairement, il n'a pas voulu changer cette petite erreur mécanique parfois qu'il avait tendance à très peu ressentir au final, hein, il faut le savoir. Et en partant directement avec cette tête qui était exactement la même, hein, le même poids, tout était la même chose, longueur grip, mais juste un équilibrage face balance throwing qui était un peu différent, lui a aidé à réaliser un petit peu plus la phase de club et ce que la balle sorte un petit peu moins à droite. Donc là, on était typiquement dans ça. Donc c'est pas parce que vous êtes amateur que du coup vous ne pouvez pas faire ce genre de choses, parce que même les professionnels le font sur certains points. Tu vois, c'est assez marrant parce qu'il y avait la même chose. J'étais avec Mathieu Pavon ce week-end et qui faisait des tests de drive.
Et en fait, effectivement, lui, il cherchait une balle avec moins de spin et un peu plus haute avec moins de spin. Et en fait, il le cherchait que par le matériel. Mais on parle quand même de joueurs, ou Antoine Rosner ou Mathieu, qui effectivement sont tellement performants avec leur technique que même s'il y a des petites choses qui pourraient être améliorées pour optimiser un petit peu plus, si ça peut être corrigé corrigé cette fois-ci ou compensé en tout cas par le matériel et en gardant ce qu'ils font déjà de très bien, ça a l'intérêt chez les amateurs et en tout cas les amateurs peut-être un peu plus débutants, essayez quand même de corriger avec votre coach plutôt que de compter que sur la compensation du matériel. Exactement. Écoutez, nous arrivons du coup à la fin de cet épisode. Les gars, je voulais vous remercier pour cet épisode, pour ces questions. Je voulais également remercier nos auditeurs de nous avoir posé toutes ces questions qui étaient extrêmement intéressantes. Nous allons répondre dans un prochain épisode à de nouvelles questions qui ont été posées parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc on vous retrouvera très prochainement pour un prochain épisode, le 4e épisode qui sera sur questions pour un tonton. Je laisse Kevin clôturer par nos sponsors et ensuite nous terminerons. On va la refaire. Ah oui, je sais, on va la refaire. Note le temps. On a dit qu'on a arrêté de faire ça, c'était sur clôture à 51 15. On a dit qu'on a arrêté de clôturer sur les sponsors, c'est ça? Ouais, de parler des sponsors. Non, mais en fait, de parler de ce qui arrive, de genre, c'est bon, on a fini, on va parler des sponsors et ensuite on va clôturer. Il n'y a pas besoin, enfin, c'est une phrase qui est lourde, je trouve. Toi aussi, t'es lourd, de toute façon, t'es gros. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on dit du coup? Voilà, cet épisode arrive à son terme. Non, je voulais commencer par remercier sur ce 4e épisode de questions, donc de questions pour un tonton. Et là, pouf, tu vois, ça peut être toi qui enchaîne. Okay, donc nous souhaitons remercier Callaway. Ok, d'accord, ça marche. Tu vois. Parfait, nous arrivons du coup à la fin de cet épisode. Je voudrais remercier dans un premier temps Callaway et Odyssey pour leur présence depuis le début de cette aventure. Retrouvez l'intégralité des nouveautés qui sont sorties cette année dans vos magasins préférés. Kevin. Et un grand merci à Wally Club Maker pour tout le montage vidéo, leur soutien des tontons et le soutien qu'ils m'apportent toute l'année dans mes activités. Donc un grand merci à eux et vous pouvez les retrouver un peu partout pour faire des fittings ou pour vous équiper pour cet été. Un grand merci à Golf Planet, média 100% digital et 100% gratuit. Vous pouvez donc aller aussi bien sur les sites internet que télécharger l'application sur votre smartphone qui est entièrement gratuite. Comme ça, vous ne raterez rien des différentes informations du golf mondial ou des tontons golfeurs. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter que vous recevrez tous les lundis. Merci messieurs pour cet épisode. Merci à toutes et à tous pour vos questions nombreuses et toujours aussi fascinantes. On espère qu'on y a répondu de la meilleure des manières. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Vous pouvez, comme d'habitude, nous retrouver absolument sur toutes les plateformes d'écoute, donc Facebook, sur tous les réseaux sociaux, mais sur aussi toutes les plateformes d'écoute, bien évidemment, mais sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram. Vous nous trouvez @ Les Tontons Golfeurs. Vous pouvez aussi nous écrire par mail, letontongolfeurs@gmail.com. On essaie toujours de pouvoir prendre le temps de vous répondre dans les plus brefs délais. Et c'est toujours sympa de se rapprocher de vous. Messieurs, je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode et vous toutes et tous aussi qui nous avez écoutés jusqu'au bout. À bientôt. À bientôt. À bientôt.